OK, quand je dis souvent on gère l'évolution de l'homme, on pense dans la tête de l'homme, l'intelligence qui fait ceci, l'intelligence qui fait cela, c'est quoi? Oui. C'est une question simple à répondre, peut-être compliquée à comprendre, parce qu'on est toujours assujetti à essayer de personnifier les choses qui apparemment ont de l'intentionnalité, donc qui sont intentionnelles, qui, dans le langage normal, sont appelées créatrices. Il faut comprendre, premièrement, que la création, elle est mécanique. C'est-à-dire que lorsque l'univers a été créé, on peut dire, lorsque l'univers a explosé, devenant l'univers, il y a eu une action, disons, parce que l'action n'a pas eu le temps réel d'être. À l'instant où l'action a été, elle s'est transformée en réaction, et de ces réactions ou de cette action primaire découle le reste de la création, ce que moi j'appelle création. Plusieurs forces se sont opposées lorsque la création a été. Et dans l'équilibre sous-jacent de ces forces, tout de suite après, si on prend le temps que prend notre Soleil pour voyager, ou le temps que prend notre Terre pour tourner autour, on dirait quelques millions d'années après l'apparition de cette création, les forces qui se heurtaient les unes les autres ont commencé à s'équilibrer, et cet équilibre est devenu une forme d'harmonie qui est devenue la régence de cet univers. Lorsque nous parlons de la création, nous devons le diviser en parties divines, hautement énergétiques, presque intemporelles, qui ont connu un commencement et qui connaîtront une fin, et qui n'ont pas de conscience d'eux-mêmes, donc pas d'âme, pas d'ego. À l'intérieur de cet espace divin est contenu des super-univers qui vont paramétrer de l'énergie appelée bouddhique. À l'intérieur de ces énergies bouddhiques, de ces supra-univers ou super-univers, nous allons connaître nos univers, nos galaxies. Et ces galaxies vont paramétrer une forme d'énergie plus basse, appelée énergie supramentale. Dans ces galaxies, différents systèmes vont évoluer, des systèmes de planètes autour duquel vont orbiter certaines lunes, et ces planètes elles-mêmes vont être en orbite autour de différents soleils. Certains un soleil, certains deux soleils et certains trois soleils. Les trois soleils ne sont pas connus dans cette galaxie. Mais les soleils jumeaux, oui. Cette énergie paramétrera ce que nous appelons le plan mental. Et dans l'atmosphère d'une planète sera conservée l'énergie connue sous le nom du plan astral, le ciel. Dans la particularité atomique, les constituants même de notre planète, ou les constituants du corps, vont être conservés une énergie plus basse, appelée l'énergie vitale. Et finalement, la source la plus basse de cette création énergétique, la matière. Lorsque deux forces s'opposent, il y a la guerre. Lorsqu'il y a autant de soldats qui naissent que de soldats qui meurent, nous appelons cela l'harmonie écologique. Un écosystème, c'est la paix. La guerre est toujours présente, mais elle ne paraît pas. Pourquoi? Parce que aucun des deux ennemis ne gagne. Ne gagne de terrain ou n'en perd. Il y a autant de chevreuils qui naissent qu'il y en a qui meurent, autant de loups qui naissent que de loups qui meurent. Il y a la paix dans la forêt et l'harmonie. Les chevreuils ne disparaîtront jamais, les loups non plus. Lorsque l'être humain devient intentionnalisé par le contact avec l'énergie supramentale, soit par le biais d'une fusion avec son dôme éthérique, un contact avec son ajusteur de pensée d'une façon consciente, une parole ajustée, la libération du mensonge cosmique, l'âme pensée. Alors l'homme a la faculté de manier les choses, il a la faculté de transformer les réactions, et nous allons dire que l'homme a la faculté de poser une action, alors que dans la réalité cosmique des choses, il n'est encore une fois que réactionnel à l'intelligence. Mais lorsque l'homme devient, dans le terme planétaire, actionnel, il modifie les choses. Modifiant les choses, il engendre des déséquilibres, des inharmonies.
Il donne plus de puissance à l'une des forces, qui va maintenant gagner du terrain sur les forces opposées. L'histoire du yin, du yin et du yang, c'est l'opposition d'une force contre l'autre, dans une opposition égale, créant ce que l'homme connaît comme l'harmonie. Mais si le yin prend trop de puissance, le yang est détruit, et l'univers devient instable pendant un laps de temps, appelé mutation ou transition, apocalypse, Kali Yuga. Pendant cette transition où tout semble instable, bougeant, changeant, incertain, insécure, l'humanité et les humanités, l'univers, les univers, le super-univers, les super-univers, la création est en phase d'évolution. Du point de vue de l'homme, c'est une guerre, une catastrophe, un apocalypse, une destruction, la fin d'un monde. Lorsque, après certaines modifications, l'intelligence vient régir les conséquences de ces modifications, une nouvelle forme d'harmonie s'opère et la paix se réinstaure dans cette création. La paix est un concept humain. Parce que la paix, c'est quelque chose qui n'existe pas. J'ai déjà donné comme exemple que lorsque nous voyons un écureuil, nous voyons la paix. Lorsque nous voyons un aigle, nous voyons la paix. Lorsque nous voyons un aigle manger un écureuil, c'est encore la paix. Sauf que pour l'humain, ça peut être dégueulasse. Le on qui manipule. Le on qui manipule les manipulateurs. Le on, gestionnaire de cette création, est différent on. Alors, certaines personnalités du passé ont personnifié ces on. Les forces qui devaient donner des lois, légiférer dans la conscience psychologique de l'homme, de façon à obliger l'humain à être carcanisé, conservé dans des limites spirituello-émotives, ont été appelées Jéhovah. Ce sont les forces jéhoviques. Les forces qui ont amené à l'humain la possibilité d'extendre son attachement à l'extérieur ont été appelées Yahvé. Ce sont les forces qui permettent l'expression d'une affinité appelée aussi amour vers l'extérieur. Donc les forces Yahvé. Les forces qui permettent à l'humain de se collectiviser de façon à pouvoir nourrir l'égrégore du ciel, du monde de la mort, qui finalement lui sert de lieu de repos lorsqu'il quitte le corps physique au niveau de son âme, et qui en même temps lui sert de pensée, de mémoire, de sécurité, d'endroit où aller fouiller, et de masque protecteur contre l'hiérarchie qui le recherche. Ces forces vont porter le nom d'astral, et ces forces vont aussi porter, si on veut savoir quel on cela va être, souvent le nom de Satan, et dans un palier plus haut de la vibration, le nom de Dieu, ou le nom du Père. Si nous abordons l'extraterrestrialité de ce contexte du monde de la mort, le ciel, le on, qui manipule les dieux, créés par l'homme, à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme, ces on vont aussi porter différents noms. Il y a des êtres humains qui un jour ont eu un contact avec une hiérarchie céleste, et ces êtres humains ont refusé ce contact pour se contenter de se fusionner avec leur double éthérique. Et ces êtres humains ont créé une forme hiérarchique non dangereuse qui va porter, humainement parlant, le nom de Melchisédek. Ce seront donc les forces melchisédiennes. Il y a d'autres formes de hiérarchie qui vont porter le nom de on et qui manipulent le plan planétaire. Savoir le nom, donc connaître la vibration orale de chacune de ces hiérarchies, peut être dangereuse pour l'homme et n'est pas encore utile à l'évolution de cette humanité. Et finalement, le on majeur qui manipule tout est un on mécanique attribué à l'énergie, ou disons au contexte supra-énergétique, qui font partie d'un contexte qui n'est pas paramétrable, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement, et qui n'a pas de continuité, qui n'est pas assujetti au temps, donc qui ne peut pas être, qui n'existe donc pas, mais qui finalement, à travers la création, a la faculté d'influencer cette création. Nommer cette chose est une perte de temps, la comprendre est une chose intéressante, mais un jour vous saurez. Et si moi j'en parle, je vais vous apprendre des choses, et vous les apprenant, je vais vous limiter dans cette faculté que vous aurez de savoir ces choses. Un bonhomme un jour a dit, lorsqu'il était relié à son esprit,
Plus l'homme connaît, moins il sait. Effectivement. Il y a des choses qui se doivent d'être dites, parce qu'au niveau des forces astrales, cela instruit le monde astral, celui qui oblige l'humain à penser. Alors je fais des conférences pour permettre cela. Cela permet une réaction au niveau des forces collectivantes de l'homme. Et lorsque l'humanité collective devient de plus en plus intelligente, cela me permet à moi d'être de plus en plus libre. Donc je le fais non pas pour les autres, mais je le fais pour moi. Et inévitablement, cela sert les autres. Alors le on. Il y a de l'écho. Je dis ça pour le technicien. Ce on, ce n'est pas vous. Et c'est important déjà de savoir que ce n'est pas vous qui pensez. De savoir qui finalement pense, vous pouvez l'appeler Satan, vous pouvez l'appeler Lucifer, vous pouvez l'appeler votre conscient, vous pouvez l'appeler Jéhovah, Yahvé, Moroni, Manitou, Krishna, Brahma, Mahomet, etc. Et d'autres pourront les appeler Jarkul, pourront les appeler Imraham, pourront les appeler Arahem, pourront appeler d'autres maîtres. Alors finalement, le on, c'est cela. Et ça ne vaut pas la peine de vouloir en savoir plus sur le on. Une chose certaine, c'est que lorsque l'homme dit qu'il pense, et lorsqu'il pense et qu'il n'est pas capable de penser à autre chose, c'est la preuve que ce n'est pas lui qui pense. Lorsque l'homme pense qu'il pense et qu'il n'est pas capable de cesser de penser pendant une demi-heure ou deux, c'est la preuve que ce n'est pas lui qui pense. Lorsque l'homme pense à des choses qui sont belles et qu'il n'est pas capable d'arrêter d'être jaloux, c'est la preuve que ce n'est pas lui qui pense. Lorsque l'homme est inquiet, lorsque l'homme est nerveux, lorsque l'homme est stressé, l'homme n'est pas capable de se contrôler, c'est la preuve que ce n'est pas lui qui pense. Mais étant donné qu'on pense avec le je et le moi, l'humain est convaincu que c'est lui qui pense, parce que l'humain, se croyant tellement médiocre, lorsqu'il pense, se voit tellement fier de penser qu'il accepte inconditionnellement cette manipulation absurde, et il dit « je pense, donc je suis ». Pauvre lui. Quand il pense, il n'est pas. Est-ce qu'on peut vraiment se dissocier justement de cette perception-là, de pouvoir effectivement faire cette nuance entre... On ne peut pas faire cette nuance. Si tu veux faire cette nuance, cela veut dire que tu dois penser. On ne peut pas... Je veux dire percevoir. On peut percevoir, mais on perçoit d'une façon incontinue dans le temps, c'est-à-dire, c'est un peu comme si tu te promènes sur l'autoroute des Caries. Tu es dans la voie du centre, et puis il y a 3 automobiles en avant. Tu observes celle de droite, celle du centre, celle de gauche, et toi, tu veux dépasser. Alors, tu ne fais qu'observer les 3, et si tu arrives à ne pas penser, juste à observer les 3, tu seras capable, ton cerveau sera capable, maintenant qu'il est libre, de déterminer lequel des 3 automobiles va plus lentement, plus vite que les autres, donc tu sauras lequel des 2 chemins à droite ou à gauche prendre pour dépasser. Tu ne te placeras pas dans la mauvaise voie, tu n'auras pas besoin de regarder, ah tiens, il va plus vite, à moins que... Non, tu n'as juste qu'à te taire et à observer le chemin en avant, et nécessairement, tu sauras où passer. J'ai conduit des véhicules d'urgence pendant 5 ans. Bon, j'étais l'un des chauffeurs les plus rapides, je n'ai jamais eu d'accident, je n'ai jamais causé d'accident, et la seule façon qu'on peut faire, c'est qu'on a juste à regarder ce qui est en avant, et on a juste à suivre le chemin qui est en avant. Et nécessairement, le chemin se trace au fur et à mesure que l'on passe dedans. Ça se fait tout seul. C'est un exemple. Ça ne se fait pas pour permettre à l'humain de causer plus rapidement. Je donne un exemple simplement de l'abstinence de pensée qui permet une efficacité plus grandiose. Est-ce qu'un humain doit arriver, percevoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu conduis ton automobile, tu vois les 3 automobiles en avant, et tu ne fais rien. Tu observes. Tes yeux ne se promènent même pas. Tu es attentif. Et nécessairement, tu sauras où aller. Mais si tu... Ah tiens, là, tu te déconnectes. Tu ne dois pas penser. Il faut que l'humain arrive à vivre sa vie sans que ça parle dans sa tête. Est-ce que c'est nécessaire de vivre notre vie, puis en plus de se compter notre vie? C'est ça qui se passe. Alors on vit la réalité, et par la force de la pensée, on se compte la vérité. Donc, on est dissocié de la réalité. Et étant donné qu'on ne fait plus confiance à ce qu'on se compte, qu'est-ce qu'on perçoit, puis qu'est-ce qu'on vit, ben nécessairement, l'être humain ne vit pas avec la réalité des choses. Il reste assujetti aux mensonges cosmiques, il reste assujetti à la farce. Il reste assujetti aux plénitudes des dieux, il reste assujetti aux problèmes matrimoniaux dans les hiérarchies divines. Il reste assujetti aux problèmes de guerre, il reste assujetti aux problèmes de souffrance, aux problèmes de peur, aux problèmes d'illusion, aux problèmes de mortalité, réincarnation. Il reste assujetti à toutes ces choses. Jusqu'à quel moment l'homme doit rester assujetti à sa mémoire pour fonctionner? Il n'en a pas besoin.
d'avoir besoin absolument d'aucun type de mémoire pour fonctionner dans une société? Non. Sauf que là, on parle de l'homme nouveau. Toi, tu me poses la question au niveau de l'homme ancien. Pouvons-nous arriver, jusqu'à quel point devons-nous nous servir de notre mémoire? Me rappeler, par exemple, que j'ai un rendez-vous? Eh bien, je me le rappelle, j'ai un rendez-vous. Alors, je ne dis pas merci au cœur qui vient me faire penser. Il doit me faire penser. D'accord. Tant que je ne suis pas relié à un ajusteur de pensée convenable, tant que je ne l'ai pas formé, tant que mon ajusteur n'est pas expérimenté, tant que je ne suis pas relié à la particularité formée ou formante de mon dobétérique, tant que je ne suis pas cela, je ne peux pas être un humain convenable. Tu dis de former son ajusteur de pensée. Tout à l'heure, tu disais qu'on avait un ajusteur On a un de ajusteur, pensée. mais quand je parle de le former, je parle de l'éduquer. Comment on éduque ça? À un moment donné, on va y revenir. Bon, je crois qu'il y a beaucoup de questions. Alors donc, la personne, elle, doit former l'ajusteur, peut-être même entrer en contact avec le double en formation. Et lorsque cela se fait, elle sait. Elle sait un peu, mais elle sait un peu plus. Et lorsqu'elle sait un peu plus, tout ce qu'elle a à faire, c'est placer son énergie pour se déconnecter de la source abominable de l'expérience, de la mémoire. Alors, elle doit s'arranger pour que ça ne parle pas dans sa tête. Alors, elle fait quelque chose, elle boit de l'eau et elle ne dit pas que c'est bon. C'est pas nécessaire de dire que c'est bon. C'est pas nécessaire de se dire que la fleur est belle. Si on se le dit, c'est parce qu'on est en vibration avec. Mais si on se le dit, c'est parce qu'on ne croit pas à la vibration que l'on a. On préfère se le voir confirmé par le pauvre cadre qui pense dans notre tête. Ou par la mémoire? Mais c'est la mémoire, pauvre cadre. Comment veux-tu savoir que la fleur est belle si dans ta tête, ça ne dit pas et qu'elle est belle? Mais c'est comme ça que l'humain fonctionne. La fleur est là. On se raconte. On se raconte notre vie parce qu'on pense qu'on va l'aimer plus. C'est comme ça qu'il écrivent ses mémoires. Il écrit ses mémoires, puis même le lendemain matin, ben, il a vu ce qu'il a fait hier, puis il a trouvé ça beau. Est-ce que c'était intentionnel? Non, lui-même impur. On l'oblige à conserver ce phénomène de la pensée. Il se compte sa vie de peur de ne pas y croire. On va y aller des questions. L'énergie supramentale est-elle animée par un mensonge cosmique? Ou s'il y a une limite à ce mensonge? La création est un mensonge. C'est-à-dire que la création n'a aucune affinité avec les choses réelles. La création, elle est réelle comme le mensonge est réel. Sauf que si l'on fait référence au mensonge, la coloration de la réalité au travers de mensonges ne nous permettra pas de connaître la réalité de notre existence. Alors c'est un peu le même phénomène. Est-ce que l'énergie supramentale est animée par un mensonge cosmique? Ça va de soi. Sauf que c'est un mensonge cosmique qui, du point de vue de l'homme, peut faire référence à une vérité cosmique. Ça va de soi que l'énergie supramentale, c'est pas quelque chose de final. Sauf que l'énergie supramentale, et même si elle est paramétrée par une forme de mensonge cosmique, une hiérarchie supramentale, celui qui n'a pas d'ego, celui qui est suffisamment égoïsé, celui qui a une parole suffisamment juste, ce sont des choses que l'on revoit souvent au niveau du séminaire sur l'homme nouveau, séminaire PMC1. Lorsque la personne a suffisamment d'égoïsation, elle entre en contact avec l'énergie supramentale en surpassant le mensonge supramental. Donc, elle ne fait pas référence au mensonge cosmique supramental. Le mensonge cosmique supramental existe au niveau des forces supramentales, mais il est normalement imprégné dans les molécules, dans les gaz rares et dans les molécules carboniques, azotées et oxygènes de cette planète. Et normalement, lorsque l'humain entre en contact avec de l'astral supramental, parce qu'il a trop d'ego, il a un contact coloré, il est du mauvais côté du contact, et il aura des problèmes avec le mensonge cosmique du plan supramental. On lui dira qu'il est puissant, alors qu'il n'aura que du pouvoir. On lui dira qu'il est un maître. On lui dira qu'il est puissant. Je le répète, c'est très important parce qu'on va le lui faire sentir à un point tel qu'il va en jubiler, il va en baver, il va en transpirer. On lui dira que les autres sont arriérés. On lui dira un paquet de choses et on le formera pour pouvoir un jour se battre contre ceux qui auront un contact juste avec le plan supramental. Alors, effectivement, il y a un mensonge supramental, mais si on n'a pas trop d'ego lorsqu'on a un contact, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, il n'y a aucun mensonge qui pointe sur celui qui n'a pas d'ego. Comment Dieu ou l'énergie supramentale est-il poignée? Il perd son énergie, ensuite il y a la chute pour créer l'homme nouveau et se reconnecter au reste de l'énergie supramentale. Pourquoi est-il en évolution? Peux-tu commenter? Bon. Il est bien évident qu'à un moment donné, il faudra qu'on en parle. De plus en plus, les questions nous poussent de ce côté.
Ça va venir, d'ici septembre, on va parler un peu de ce phénomène qui a créé ces dieux, ou qui a créé les dieux. Les dieux, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement intéressant, et ils existent. Ils ne sont pas ce que l'homme croit qu'ils sont. Pendant un laps de temps dans l'évolution de l'humanité, les dieux ont une saveur émotive qui permet à l'humain de faire certaines choses, et la relation entre les hommes et les dieux se doit d'être ce qu'elle a été. Il vient un temps où les dieux sont l'égal de l'homme, mais l'homme ne veut pas accepter cela, parce que l'homme, dans sa mémoire, lorsqu'il fouille, il fouille dans la pensée lui dit que Dieu est le créateur et que l'homme est le serviteur. C'est pourquoi l'homme doit cesser de penser. Et à un moment donné, l'homme doit trépasser, et trépassant, il va aller dans des mondes qui ne sont pas planétaires, des mondes qui ne sont pas non plus assujettis au monde de la mort, là où les dieux sont vénérablement maîtres. Et l'homme ira rejoindre des plans plus hauts, où il deviendra le maître de ces dieux. Le gros de la question est quelle est la raison d'être de cette création? Je peux donner quelques petites réponses, elles peuvent faire souffrir certains individus, on va y revenir dans d'autres conférences, de toute façon, à un moment donné, on va finir par en parler. Mais il n'y a pas de raison à cette création, c'est un accident. Et lorsque je parle d'accident, l'homme ne veut pas comprendre que des forces intelligentes supérieures à lui peuvent être assujetties à avoir des accidents. L'homme n'est pas un accident. L'homme est un envoyé supra-énergétique dans ce monde accidentel. Il est envoyé au fin fond pour ramasser la matière et par la suite ramener cette création au point source, au centre source, c'est-à-dire que l'homme est sur le plan de cet univers pour pouvoir bloquer l'expansion évolutive de notre univers. Donc l'homme est là pour faire en sorte que l'univers un jour disparaisse. Et théologiquement, archétypalement donné à l'homme, l'homme est là pour rejoindre son créateur et amener avec lui la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'instant, on va se contenter de parler de l'accident. Ce n'est pas un accident comme vous connaissez. Ce n'est pas une expérimentation scientifique. Il n'y a pas d'éprouvé de bord. Il n'y a même pas de temps. Alors, on pourrait en parler. Ça m'intéresse presque d'en parler, mais ça va venir d'ici quelques semaines que ça va m'intéresser en masse, puis on va en parler. Fermez nos gueules. Y a-t-il pas nuance entre la réalité qu'on peut pas changer et des situations qu'on devrait se prendre en main? N'y a-t-il pas à se rouvrir la gueule ce temps-là? Faut s'entendre par fermer nos gueules, hein? Faudrait pas penser, fermer vos gueules dans vos têtes, parler. Il est bien évident que l'homme qui voit un poteau de téléphone se garocher sur son auto, le moment celui qui frappe un poteau est trop orgueilleux, c'est le poteau qui s'est jeté. Et évidemment, s'il se ferme la gueule et qu'il ne dit rien et qu'il ne fait rien, il va frapper le poteau. Être efficace, être conséquentiel, être intelligent, cela veut dire passer à côté des poteaux. Et si possible, rouler sur le chemin. Donc, il est bien évident que l'homme doit développer chez lui ce que nous appelons une attente active. Et l'attente active est une attitude que seule la personne intelligente, que seule celle qui a un contact avec un ajusteur de pensée suffisamment avancé, conscient ou pas, peut développer. L'attente active. Grouille-toi derrière, mais ne fais rien. C'est ça l'attente active. Et l'attente active, ça veut dire mettez-vous disponible et gardez-vous disponible. Et qu'est-ce que ça veut dire se garder disponible? L'attente active veut dire ne pas se prendre au sérieux. Ne pas obliger l'univers à nous faire comprendre les choses. Mais ça ne veut pas dire ne plus rien faire pour comprendre. Ça veut dire se laisser disponible, ne pas se prendre au sérieux. Trop expliquer l'attente active finit par donner à l'humain l'illusion qu'il sait ce que c'est, alors qu'en réalité il le connaîtra, donc il l'aura appris. Et parce qu'il l'aura appris, il aura l'illusion qu'il l'applique, mais il ne pourra pas l'appliquer. Il ne pourra penser. Il ne pourra que penser qu'il l'applique. Le mot attente active devrait réveiller chez vous certaines choses. Et à un moment donné, l'ajusteur de pensée qui vous chatouille les neurones fera vibrer suffisamment ces deux mots pour que vous sachiez ce que c'est que l'attente active. Alors on ferme et on ne ferme pas. Et bien souvent, lorsqu'on a le goût de se taire, c'est le temps de parler.
Et lorsqu'on parle, c'est le temps de se taire. Bien souvent. Vous avez deux portes, vous ne savez pas laquelle choisir. Vous avez le goût de prendre la gauche, passez à droite. Vous aurez plus de chances de prendre la bonne. Vous arrivez sur un coin de rue, vous êtes perdu, je vire à gauche ou à droite. Vous avez le feeling de virer à gauche, virer à droite. Tout souvent autrement, vous serez sur le bon chemin. Faites l'expérience et vous verrez. Mais vous verrez aussi que les forces astrales, lorsque vous aurez fait l'expérience, vont commencer à vous jouer le jeu. Et là, ce sera le temps de suivre vos feelings et vous recommencerez à avoir raison. Et à un moment donné, l'humain s'est programmé suffisamment pour accepter d'être capable de savoir sans connaître. Et il aura raison à chaque fois qu'il décidera quelque chose. La tente active, c'est d'essayer sans espérer réussir. L'homme n'a pas besoin de vivre d'espoir. Cela aussi fait partie du mensonge cosmique. N'espérez pas vous améliorer. Améliorez-vous. N'espérez pas être heureux. Soyez-le. N'espérez pas trouver la paix. Lâchez-la. Elle vous laissera en paix. Faites. Mais l'humain veut penser avant d'agir. Non, au lieu d'être, l'humain veut devenir. Parce que penser, être, c'est devenir. Et devenir étalonne dans le temps, dans l'avenir, une chose présente. Et on marche longtemps pour arriver là où on est déjà rendu. Pourquoi doit-on subir le mensonge cosmique? Pour à la fin en sortir, ça n'a pas de sens. Pourquoi naître enfant pour à la fin devenir adulte? Ça n'a pas de sens. Demandez ça à votre mère et elle vous dira que ça a du sens en maudit. Si une hiérarchie cosmique veut utiliser mon corps comme véhicule terrestre et que je refuse, peut-elle me détruire? Si la personne refuse conséquentiellement, sans peur, sans problème, non. Les hiérarchies ne peuvent atteindre l'homme que par les hautes sphères de l'homme. Elles ne peuvent atteindre l'homme que par la pensée de l'homme. Elles ne peuvent pas atteindre l'homme autrement que par la pensée. L'ajusteur de pensée est relié aux forces belzébusiennes telluriques qui sont reliées aux forces supramentales espritiques et elles ne peuvent pas être assujetties à un quelconque hiérarchie cosmique, sauf si l'homme est consentant. Alors il n'y a pas de danger, on a toujours peur de se faire bousiller, de se faire détruire. Si l'on fait référence, si l'on fait affaire avec Satan, qui est une force extrêmement proche de la matière, et elle s'exprime par le phénomène endocrinien, alors c'est évident que si on refuse, les forces sataniques peuvent faire en sorte que vous ayez des problèmes pathologiques, que vous ayez de maudits problèmes, jusqu'à la possession globale et complète. Les forces lucifériennes peuvent faire la même chose, mais lorsque l'être humain est possédé par les forces lucifériennes, il devient un génie du mal, tandis que les forces sataniques ou diaboliques créent des animaux. Des êtres humains qui battent, qui pètent, qui lancent au cerveau à faire des prêtres, qui ont peur quand on leur lance de l'eau. Ça, les forces sataniques. Mais lorsque l'être humain fait référence à une hiérarchie extraterrestre, il n'y a aucun danger de dire non, sauf qu'il faut être capable de dire non, de le prononcer et de le dire mentalement, c'est-à-dire qu'on ne dit pas « Non, je veux pas ». Ça ne marche pas. On doit répondre « Non ». L'homme est son seul maître. Il se doit d'être son seul maître. Et lorsque l'homme est son seul maître, il peut dire, et sa voix doit supporter ce qu'il dit. Je suis Daniel. Je suis mon seul maître. Rien ne peut m'assujettir et je n'assujettis personne. L'univers a besoin de moi et j'ai besoin de l'univers. Mais mon union est limitée. Je suis Daniel, je suis mon seul maître. Lorsque l'individu parle, et lorsque l'individu a une voix capable de supporter ce qu'il sent, cela est inscrit dans la matière, inscrit dans le vital, dans le plan morontiel, inscrit dans le plan astral, inscrit dans le plan mental, et cela est su. Il y a toute une phénoménologie pédagogique qui permet à l'homme d'arriver à transcender par certaines formes d'initiation, par certaines formes techniques,
par l'apprentissage de mécanismes lui permettant de constituer un corps matériel lui supportant sa condition mentale. Cela se fait. Cela s'appelle programme maître-contrôleur. L'homme doit devenir son seul maître. Il y a des humains sur la planète qui parviennent à devenir leur seul maître. Parce qu'effectivement, ils s'assujettissent à un programme où le mental deviendra le maître contrôleur à bord. Il y a des humains présentement aux Indes qui le font. Il y a des humains au Pérou qui le font. Il y a des humains au Costa Rica qui le font. Il y a des humains en République dominicaine qui le font. Il y a des humains en Californie qui le font. Il y a des humains... Il est un con. Et il n'est pas son seul maître. On pense dans sa tête qu'il est son seul maître. Il est content. Depuis quelque temps, je m'écoute parler et j'ai beaucoup perdu ce goût de parler. Car je trouve beaucoup d'inutilité et d'imbécilité dans ce que je dis. Et pourtant, je n'arrive pas à arrêter. Continue. C'est parfait. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est évident qu'une personne qui s'écoute parler finit par trouver place ce qu'elle dit. Elle dit, dans le début, ce qu'elle pense. Ce qu'elle pense, c'est des conneries. Je pense que c'est beau. Oui, non. Comme stupidité. Je pense que je m'ennuie. Ben, on dit pas ça, on dit je m'ennuie. C'est pas l'homme qui s'ennuie. C'est les phénomènes qui viennent s'exprimer dans sa conscience, formes de pensée qui sont moroses, tout poignets, plates. En un rapport avec l'extérieur. Et ça crée un marasme neuronique qui fait que le cerveau finit par vieillir. Et la personne, elle dit, parce qu'on pense dans sa tête, je m'ennuie. L'homme ne s'ennuie pas. Comment l'homme peut-il penser qu'à un moment donné, le temps passe vite dans sa tête, qu'à un autre moment donné, le temps il est long? Mais non. Ça dépend simplement du rythme des informations que l'on implante dans sa conscience. Si t'en implantes beaucoup, le temps passe vite. Si t'en implantes pas beaucoup, le temps passe lentement. Mais l'homme ne s'ennuie pas. L'homme est assujetti à s'illusionner qu'il s'ennuie, à s'illusionner qu'il a peur. La personne, lorsqu'elle parle et qu'elle s'écoute parler, elle se rend compte que ce qu'elle dit souvent un paquet de conneries. Et elle n'aimera pas s'écouter parler. Sauf qu'elle va continuer, c'est impeccable. La parole est d'or. Et si l'ajusteur de pensée a commencé à faire son opération, c'est évident qu'elle va forcer l'individu à parler, parce que l'ajusteur de pensée ne peut ajuster la parole que si l'homme parle, et il ne peut ajuster la pensée qu'en ajustant la parole. Alors c'est parfait, continue. Quand j'ai commencé à faire des conférences, moi, les gens pensaient que je savais des choses, je savais rien. Je disais n'importe quoi. Là, en 2 ans, 3 ans, je disais n'importe quoi. Ou presque. Ou presque, oui, de temps en temps, je m'excusais de dire n'importe quoi. Bon. Et puis en m'écoutant parler, j'ajustais ce que je disais. Alors je mettais un mot, puis je me rendais compte que c'était pas ça pour tout. Alors je broutais autour, je mettais un autre mot, puis c'était pas ça non plus. Et puis finalement, après 5-6 mots, t'arrivais à découvrir quelque chose de génial. Sauf que les humains, à l'époque, quand ceux qui ont commencé à me suivre, hein, parce qu'il y en a qui appelaient ça suivre, bon, ceux qui ont commencé à suivre, eh bien, ils pensaient que je savais. Parce qu'à chaque 5 mots stupides, il y avait un mot intelligent. Et à cette époque-là, il a fallu que je convainque mon ego, que je l'instruise. Hey, les pauvres câbles, tu commences pas à préparer tes conférences parce que tu as peur depuis savoir quoi dire. Monte sur la plateforme, puis parle. Réponds aux questions du de l'intervieweur. Et puis, réponds, c'est tout. Et puis finalement, maintenant, depuis déjà 2 ans, je sais ce que je dis. Mais quand je le dis, je sais pas ce que je vais dire, puis je sais à peu près pas ce que j'ai dit. Sauf que je sais ce que je dis, et maintenant je sais que lorsque je le dis, c'est ça. Mais l'humain fait la même chose. Présentement, tu commences à parler, c'est con, il n'y a rien là, continue à parler. Et puis à un moment donné, au stupeur, il faudra que la personne sache et qu'elle accepte qu'à un moment donné, lorsqu'elle va dire les choses, ce qu'elle va dire va la surprendre. Parce qu'elle va le dire, et en même temps, elle va vibrer, elle va savoir que ce qu'elle vient de dire, ça ne provient pas de ses mémoires. Donc, on pourra penser dans sa tête, ça ne provient pas d'elle, mais que c'est ça. Elle sera sûre d'être sûre que ce qu'elle vient de dire, c'est ça. Et si elle n'a pas trop d'écho, dans 2 semaines, elle pourra dire l'inverse. Parce que ce qu'elle a dit un jour était cela, le jour où elle a dit. Ça n'a pas de continuité véridique dans le temps. Et ça fait partie, encore une fois, des forces du mensonge cosmique qui essaient de récupérer les personnes. Alors qu'elle continue, elle va gagner. Que reste-t-il si je n'ai plus de mémoire?
Si je n'ai plus que Daniel Kemp, si je ne sais plus que Daniel Kemp est conférencier, que je suis la fille de mes parents, la sœur de ma sœur, le métier que je fais, les amis que j'ai, etc. C'est une très bonne question, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs qui ne savaient pas que j'existais et qui m'ont trouvé pareil. Il y en a plusieurs qui n'avaient pas de parents, qui ne savaient pas rien et qui ont bien trouvé moyen pour naître. Bon. Il y en a plusieurs qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient comme emploi, puis maintenant ils le font, donc il a bien fallu qu'ils trouvent. L'homme sait ce qu'il doit savoir lorsque c'est utile qu'il le sache, à l'exclusive condition qu'il ait eu une âme, qu'il ait eu de la mémoire, qu'il ait eu des forces conditionnées astrales, qu'il ait eu des relations avec le monde de la mort, qu'il ait appris à souffrir, qu'il ait développé son plan mental par la souffrance, qu'il devienne intellectuel, finalement qu'il devienne mental, et à cette étape, il peut maintenant se passer de sa mémoire parce qu'il est en contact avec l'intelligence instantanée, qui a été appelé l'instinct au début. L'enfant qui vient au monde, il ne sait pas qu'il doit téter, puis il ne sait pas que lorsqu'il tète, qu'il rentre dans sa bouche, il doit être avalé et non pas vomi. Il ne le sait pas. Mais il le fait, puis il s'en fout. S'il devrait apprendre, il ne vivrait pas. Parce que c'est con en maudit de vivre. Ça apprend pas vite. Alors, il y a l'instinct. Il a l'intelligence instantanée, juste ce qu'il faut pour lui permettre d'être viable, de supporter le karma génétique de ses parents et de permettre la réincarnation pluralitaire de plusieurs entités du monde de la mort. Alors, que resterait-il si la personne n'a rien de cela? Ça dépend de son niveau vibratoire. Lorsque la personne est rendue à une étape où elle n'a plus besoin de savoir ces choses parce qu'elle n'a même plus besoin de ces choses. Tant qu'elle n'en est pas là, elle a une mémoire. Et sa mémoire, elle devra la scinder en deux. Le mental peut utiliser la mémoire parce qu'au niveau du mental, la mémoire n'est pas colorée par l'émotion. Et lorsque l'être humain utilise la mémoire au niveau de la psychologie, donc de la relation amique dans l'âme, entre l'ego et l'âme, entre la mémoire, les désirs et l'émotion, toutes les mémoires sont colorées par l'émotion, empêchent l'efficacité et altèrent la vie de l'homme. Vous rappelez que votre mère est votre mère, c'est intéressant. Savoir que finalement, elle n'était que le porteur biologique d'une matrice génétique, c'est intéressant. L'homme, dans sa mutation, finit par se désassujettir de la génétique de sa mère, alors il se met au monde humain, il renaît pour une deuxième fois, et il n'a plus de référence génétique avec ses parents. Mais ça, c'est la personne transitive suffisamment avancée. Les mémoires, elles servent. Vous vous rappelez où est votre auto? C'est impeccable. Est-ce que c'est nécessaire, en vous rappelant où est votre auto, de vous rappeler qu'on peut voler les autos et d'avoir peur parce que vous ne la voyez pas? C'est ça, c'est nécessaire. Non. Si elle n'est pas là, elle n'est pas là. Si elle est là, mais ce n'est pas nécessaire de vous rappeler qu'on les vole. C'est nécessaire de vous rappeler que vous avez un enfant. C'est nécessaire de vous rappeler qu'il peut se faire arrêter, qu'il peut se faire violer, qu'il peut se faire enlever, qu'il peut se faire frapper et d'en avoir peur. Non. C'est nécessaire de vous rappeler qu'un chien peut mordre. C'est nécessaire, en vous le rappelant, d'avoir peur d'être mordu. Non. C'est ça l'affaire. Lorsque l'être humain gère sa mémoire à partir de son mental, donc lorsque sa pensée est suffisamment ajustée par un ajusteur de pensée, il n'a plus ce problème. Il se rappelle, mais il ne souffre pas de se rappeler. Tandis que lorsque l'homme est assujetti à l'ajusteur psychologique, l'intellect, il se rappelle émotivement et il souffre souvent de se rappeler. Et là, on l'assujettit à la pensée, on le manipule et il croit penser, il pense penser et il est fier de sa pensée. Il est donc fier d'être humain, d'avoir des émotions, d'avoir de la haine, de la jalousie, de la joie, de souffrir, d'avoir peur, de s'inquiéter, etc. La mémoire ne s'en va pas comme ça. L'intelligence n'abdique pas la mémoire de l'homme lorsque l'homme n'a pas la faculté totale en contact avec le savoir instantané. Sauf que ce n'est pas nécessaire d'avoir une mémoire émotive. Qu'est-ce qui fait qu'une personne sait qu'elle est charriée, mais qu'elle ne vient pas à bout de se défaire de cette manipulation? Bon, c'est simple, c'est la programmation. La personne, elle a été programmée pendant longtemps à être manipulée, et lorsqu'elle s'en rend compte, c'est parce que le mental est suffisamment libérant, pour commencer à observer ces choses. L'ajusteur de pensée commence à faire prendre conscience de certaines choses à l'individu, mais la programmation astralo-vitalo-physique est trop puissante encore. Alors, dans quelques mois, dans quelques années, la personne, si elle continue à observer, va finir par se désassujettir de cette manipulation. Ça prend le temps que ça prend. Le corps physique doit être préparé, la vie va le faire. Le corps vital doit être préparé, la vie va le faire. Le corps astral doit être instruit et éduqué, la personne ainsi que la vie va le faire. Et le mental doit être énergisé. La vie va le faire. Il n'y a pas de problème. À quoi sert
de fusionner si le but de toute cette farce est l'annihilation de la création? Pourquoi pas en finir chacun individuellement tout de suite? Bon, très simple. Premièrement, en finir chacun individuellement tout de suite, ça crée un problème. Celui qui se suicide, il revient ici, donc il n'en finit pas. Ça ne l'arrange pas. Il perd une partie de sa conscience qui lui permet de savoir qu'il est inconscient. Et il devient plus inconscient dans le monde de la mort, et il vit d'une inconscience suffisamment inconsciente qu'il ne sait pas qu'il est inconscient, donc il se croit conscient. Mais lorsqu'il revient sur le plan planétaire, il recommence à vivre d'une conscience qui va lui faire prendre conscience que finalement il est inconscient. C'est ce que la majorité vit. Le but, ce n'est pas de disparaître. Nous ne sommes pas ici pour disparaître. C'est un peu comme si vous étiez des agents secrets, missionnés, envoyés quelque part pour aller chercher quelqu'un. Alors, vous rentrez dans un pays. Vous avez un passeport de ce pays. Et apparemment, vous êtes citoyen de ce pays. Vous allez aller à l'école dans ce pays, vous allez avoir des amis, et on va vous trouver un travail dans ce pays. Tout cela pour rencontrer la personne que vous devez aller chercher. Et lorsque vous l'aurez rencontré, vous devez fuir ce pays. Alors l'agent, qui n'a pas encore rencontré la personne et qui ne sait pas encore toutes les étapes de sa mission, peut se dire, oui, mais à quoi ça me sert d'avoir un passeport, d'avoir un job, d'avoir une femme, d'être dans ce pays-là, si en fin de compte, je vais m'en aller? Ça te permet de rester sans te faire détruire. Et lorsque la personne que tu recherches aura été trouvée, eh bien là, tu sauras. Tu auras le passeport pour sortir, tu auras tout ce qu'il faut pour sortir, tu auras la nouvelle identité pour sortir, et tu sortiras, et jamais les gouvernements de ce pays ne sauront que tu pars. On appelle ça faire un pied de nez au monde de la mort. Alors l'homme n'est pas ici pour en finir. L'homme est ici pour accomplir une chose qu'il sait. Mais parce qu'il pense, la pensée ne veut pas le savoir. Parce que l'une des finalités de l'évolution de l'homme, c'est évidemment l'abnégation de la pensée. Alors il n'y a pas une seule pensée dans la tête d'un homme qui veut bien faire en sorte que l'homme sache que l'un des buts de l'homme, c'est qu'il ne pense plus. La pensée vous interdit de savoir qu'un jour vous ne penserez plus. C'est pourquoi l'homme sait. Mais il ne veut pas le savoir. En réalité, l'homme sait, mais on ne veut pas qu'il sache. Et alors on dit, je ne veux pas le savoir. C'est comme quand vous dites, qu'est-ce qui est bon pour ma santé? Ben, vous le savez. Mais vous ne voulez pas le savoir. Je devrais-tu me coucher ou non? Je suis fatigué pas mal, mais il y a une bonne vue. Vous le savez, mais vous ne voulez pas le savoir. Vous ne penserez pas longtemps à vous coucher, vous allez penser bien plus vite à la vue. Au party, il voit cela. C'est terrible. L'homme travaille, il est en affaires, il a besoin de vacances. Il le sait. Mais on ne le lui laisse pas savoir longtemps. On lui donne des raisons pourquoi ne pas prendre de vacances. Alors, pourquoi ne pas finir individuellement? Parce que c'est impossible. Suicidez-vous, tuez-vous, tapez-vous la tête sur un mur, mangez du bol de pilote, faites n'importe quoi. Ça va servir absolument à rien, vous n'arriverez pas à en finir individuellement. Vous allez transformer l'apparence des choses, ça ne réglera rien aux choses. Il y a une raison pourquoi l'homme est ici. Il n'y a pas de raison à ici, mais il y a une raison à notre présence. J'ai envie de vivre le mensonge cosmique pour la partie amour et bonheur, avant de réaliser mon esprit. Le bonheur dans l'amour doit, puisqu'il y a tant de gens pour le vivre. Ce désir de vivre l'amour, est-ce le mensonge? C'est la programmation, c'est le mensonge. Et lorsque je dis que la personne sait, mais qu'elle ne veut pas savoir, ben c'est un peu la preuve qu'on a ici. J'ai envie de vivre le mensonge cosmique avant d'arriver à vivre mon esprit. C'est un peu comme le gars qui dit, oui, ben je veux me désintoxiquer, on va aller voir, on va aller faire des sauts, on va à la rousse. J'aimerais juste, tu sais, bon, regardez un peu. Tu veux arrêter de fumer? Oui. Oui, je vais arrêter de fumer, je vais commencer, dans 2 semaines, là, je commence. C'est décidé. C'est ça. C'est le problème. Oui, je vais être libéré de la souffrance, mais pas tout de suite. Laisse-moi encore jouir des bonnes choses matérielles, et le bonheur engendre le malheur. Parce que dans le bonheur, il y a la présence de la pensée. Et dans la présence de la pensée, il y a l'expérience de l'ego. Et dans l'expérience de l'ego, il y a l'accumulation de la mémoire. Et dans l'accumulation de la mémoire, il y a la gestion de la nostalgie. Et la gestion de la nostalgie oblige l'humain à vouloir faire en sorte que ce qu'il y a dans la mémoire soit projeté dans l'avenir pour être revécu de façon à renourrir l'ego, comme elle l'a été. Expérience, sécurité, vieillissement,
Plus on est vieux, moins on déménage de souvent, moins on veut changer d'emploi, plus on commence à conserver nos vieilles chaises, notre vieux linge, nos vieilles bébelles. Pourquoi? Parce qu'on a peur du neuf. Alors la personne, elle temporise. Oui, mais, voilà, elle sait, vous savez, l'homme sait. Moi, je parle de savoir. Mais si vous êtes ici à m'écouter et à revenir de temps en temps, c'est que vous savez. Et vous venez entendre ce que vous savez déjà. Mais vous ne voulez pas le savoir, et la seule façon énergétique que vous pouvez vous donner la permission de savoir, c'est de venir m'entendre dire. Mais vous savez. La personne, elle peut vivre cet amour, elle va de toute façon le vivre tant que la programmation sera trop forte. Que ce soit de l'amour dans le sexe, que ce soit de l'amour au niveau de l'altruisme, de l'échange avec autrui, c'est-à-dire du tétage d'énergie astrale. C'est le vivre. Mais dans cet échange, il y a toujours la trace de la souffrance. Tant que ça fonctionne, tant que ça marche, la vie est belle. Tant qu'on veut aimer, qu'on se fait aimer, ça fonctionne. À un moment donné, une chose qui nous aime et qu'on aime donne des symptômes de vouloir nous quitter. Et vous verrez immédiatement le bonheur disparaître pour laisser trace au malheur. Et là, l'humain qui est de l'orgueil et qui se prend au sérieux et qui est suffisamment manipulé va dire « Non, mais moi, je vais jouir de l'amour, puis du moment que ça va vouloir commencer à être souffrant, là, c'est là que m'a fusionné avec l'esprit, m'a tout abandonné ça. » Comptez pas là-dessus. Comptez pas là-dessus. Vous allez vous coller les fesses à un karma. Et mémoriellement, vous allez l'accumuler dans votre âme. Et lorsque ça va commencer à être souffrant, c'est parce que ça va mal nourrir l'âme. Vous ne pourrez pas éliminer ces mémoires de l'âme comme ça. Le temps va le faire, ou les chocs, ou les traumatismes, ou la souffrance. Ça ne se fait pas comme ça. L'être humain qui veut ne plus être malheureux doit abandonner le bonheur. L'être humain qui ne veut plus mourir doit abandonner la vie. L'être humain qui ne veut plus être une connerie doit abandonner l'inverse. Qu'est-ce qui va rester? Tout, rien. Il va rester ce qui restera. Et ça, c'est du solide. Pourquoi l'énergie pure est toujours démolie par le mensonge cosmique avant de pouvoir arriver à l'homme? Demain matin, ce n'est pas le temps. Demain à midi, c'est le temps. Sortez sur votre balcon, sortez dehors. Mieux. Ce soir, quand vous allez vous coucher, mettez-vous un bandeau. Dormez toute la nuit. Demain matin, n'ôtez pas le bandeau. Demain à midi, sortez sur votre balcon. Pointez vos yeux vers le soleil. Ouvrez-les grands et ôtez le bandeau. Et vous saurez maintenant qu'est-ce que l'énergie pure fait lorsque le récipient n'est pas adapté à la réception de l'énergie pure. C'est pourquoi l'œil possède un iris, qui peut être en mydrias ou en myosis, qui peut être décontracté ou contracté. C'est pourquoi l'œil possède d'autres mécanismes de protection, et c'est pourquoi les neurones ont inventé les lunettes solaires. Préserver les yeux. C'est ce que nous appelons l'initiation lunaire. Voir un mensonge. Le soleil, il n'est pas bleu, il n'est pas jaune, couleur des lunettes. Mais vois-le comme ça. Tu vois pareil. Ça ne change rien aux choses, mais tu continues à conserver la vue. Pourquoi l'énergie pure est toujours démolie par le mensonge cosmique avant de pouvoir arriver à l'homme? C'est que l'homme est dans un contexte extrêmement densifié où il n'aurait pas la constitution subatomique. Je parle de constitution subatomique, je parle de mésons, de leptons, je parle de gluons, je parle de toutes les forces qui permettent la création des neutrons, des protons et des électrons. Donc l'homme n'a pas la constitution atomique présentement pour pouvoir être capable de supporter un contact avec de l'énergie. Lorsqu'une explosion nucléaire apparaît, il est préférable d'être derrière des champs de plomb, de ciment, de terre et d'eau pour pouvoir filtrer les énergies trop puissantes de cette pureté énergétique. Cette pureté énergétique dans le contexte de l'homme porte le nom d'apocalypse nucléaire. Et une explosion nucléaire, c'est la fissuration d'un atome, mais c'est même pas la fissuration d'un constituant subatomique. Et ça n'a strictement rien à voir avec la puissance de l'énergie supplémentaire. Alors si l'homme n'est pas capable de résister à l'explosion thermonucléaire, qu'il ne pense pas immédiatement avoir accès à un contact non coloré de l'intelligence. C'est pourquoi l'intelligence est colorée par le mensonge cosmique, colorée par l'ajusteur psychologique, colorée par toutes ces choses-là pour permettre à l'ego et aux parties très basses de l'humanité, de l'homme, de pouvoir supporter ces choses.
Lorsque je dis que l'univers n'est pas intentionnel, que c'est accidentel, ça fait frémir un paquet de cerveaux. Lorsque je dis que Dieu, la majorité des dieux que l'être humain prie, sont des dieux créés par l'homme à l'image de l'homme et à la ressemblance de l'homme et qui évoluent au même rythme que l'homme, ça fait frémir beaucoup de neurones. Lorsque je dis que l'homme n'a pas de libre arbitre, et je le sais dans les séminaires, puisqu'on parle de plusieurs choses, ça fait frémir beaucoup de corps. Et on ne dit rien. Alors, conservez vos lunettes neuroniques. Et les choses viennent lorsqu'elles doivent devenir, et elles préparent l'homme. Et lorsque l'homme se prépare un peu plus, il ouvre les yeux un peu plus grands, et un jour, il aura la vue claire, sans mensonge. Il se foutra de savoir qu'il a une vie claire, il ne le saura pas, et ça ne le dérangera pas. Il saura. Daniel, ne penses-tu pas que si... Je ne pense pas, effectivement. Si personne ne pense que la créativité des architectes, par exemple, serait sérieusement mise en danger, les plans de maison, etc. Et franchement, j'ai fait suffisamment d'ambulance pour savoir que les architectes qui pensent peut-être, mais ils n'ont jamais pensé qu'une civière, ça montait par un escalier. Quand tu vois, je suis un architecte, ça rentre. Mais quand on a une maison privée, le patient est à moitié debout, toutes les mains raflées ses bords d'escalier, puis tu descends ça. 4 étages. Oh, ils ont mis des ascenseurs. Oui, des ascenseurs, aussi tu fais des civières debout encore. Tu rentres deux dedans, tu sais. Ça pense, l'architecte, il n'y a pas à dire. À Mexico, t'as vu comment ils ont pensé? Ils ont coulé du béton armé, ouais. Ils ont coulé le béton, puis ils ont mis l'armature à côté. Fait qu'il y a eu un tremblement de terre, puis même les hôpitaux sont tombés comme des châteaux de cartes. Oh, ça pense, l'architecte aussi, archi-tech. Non. L'homme n'a pas besoin de penser. Il a besoin d'exprimer. Leonardo, vous connaissez? Il pensait pas. Il observait. La majorité de ses inventions ne sont pas des inventions, sont des révélations. Imaginez-vous un être humain qui invente un hélicoptère 5 siècles avant nous autres. C'est un bidule avec une espèce de vis qui donne l'illusion que l'homme peut se visser dans l'air pour monter. C'est exactement le principe des hélices. L'hélice d'un ventilateur, qu'est-ce que ça fait? Ça fait comme une vis dans l'air. Ça tourne assez vite, ça fait avancer la chose. L'air est plus subtil, il recule. À un moment donné, il recule plus assez vite. C'est la bébête qui avance, l'avion. Mais là, on pose la question, qu'est-ce que Léonard avait prévu comme force motrice pour faire tourner sa vis? Absolument rien. Non, ce qui l'intéressait, c'était d'exprimer la possibilité de monter dans l'air. Comment? Ça n'a aucune importance. Mais maintenant, il est passé à d'autres choses. Il a été architecte, il a inventé le char d'assaut, le sous-marin, c'est lui de plongée sous-marine, il a inventé le parachute, il a inventé l'avion, les idées. Pas du tout. C'est un grand architecte qui a inventé un paquet de choses. Il ne pensait pas, il exprimait. Et c'est d'ailleurs un problème qu'il a eu. Ben, pas pour lui. Il s'est rendu compte, il s'en balance. L'architecte, qu'est-ce qu'il fait? Il peut faire référence à des connaissances, il peut faire référence à certaines choses, mais il peut aussi prendre un papier, prendre une règle, comme certaines personnes du projet ont fait à un moment donné, l'Organisation du village scientifique de l'avenir, et puis il commence à dessiner certaines formes, il observe la forme, il observe le monde autour de lui, et il se rend compte qu'il a besoin d'espace, il le vibre. Alors, il met des choses plus grandes, il met ceci, il met cela, et la condition génétiquement neuronique lui permet de créer un domicile qui sera techniquement hautement avancé, et il n'aura pas besoin d'y avoir pensé. Vous rentrez dans une chambre de bain, vous rentrez quelque part dans votre maison, et vous n'avez qu'à observer, et vous verrez toutes les améliorations appliquées. Vous n'aurez pas à y penser. Sauf que présentement, l'architecte qui cesse de penser se ramasse à l'asile. Dans la majorité des cas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de contact avec son mental. Il n'a pas de contact avec l'ajusteur de pensée. Il n'a pas de contact conscient avec son esprit. Donc, il se doit de penser. Alors, qu'est-ce qu'il y arrive? Il y arrive simplement qu'on bâtit encore des maisons selon les vieux modèles. Combien ça prend d'années avant qu'un style change? Eh oui, l'homme pense. Alors, on a, par exemple, l'Université du Québec à Montréal. Sur la rue Saint-Denis, on rentre comment? On rentre par le clocher de l'église qu'il y avait là-bas. C'est ça, penser. Les vieilles mémoires mélangées à un concept neuf. C'est esthétiquement, faut le dire, c'est intéressant, parce qu'on n'est pas pour dire que ça ne l'est pas, maintenant que c'est fait. Mais c'est tout à fait absurde comme connexion architecturale. L'humain pense. Alors, il a une petite maison carrée en briques rouges, et puis à un moment donné, on innove. On a rajouté 2 fenêtres de plus. On innove. Bon, c'est innové. Là, on se garoche des maisons modernes. Et puis à un moment donné, ben là, on met un escalier qui sort plus sur le trottoir. On met une petite cour en avant.
On vient de révolutionner l'art architectural. Ah ouais, c'est ça. Et puis à un moment donné, ben là, on décide de mettre des petits garages. Puis après ça, on rajoute un toit un petit peu plus haut dans la cuisine. Puis finalement, on se ramasse avec le toit cathédrale. Avec le beau nom, cathédrale. Ça date du futur. Bon. Et puis, lentement, on continue avec la même cuisinière, les mêmes cossins, les mêmes chambres, les mêmes maudits meubles que tu aimerais faire disparaître. Mais tu peux pas les faire disparaître parce que ça se fait pas encore. Bon, et puis, non, tu peux arriver avec l'observation sans penser. Si tu dessines une maison sans penser, ta maison va être hyper stressée. On en a des plans ici. Eh bien, un jour, ils seront construits. Mais ça ne peut pas se penser. C'est la pleine lune. Quel est le lien avec le mensonge cosmique? Ben, c'est simple, c'est que toutes les énergies qui sont émises par notre planète Terre sont diluées dans l'espace et nous reviennent lorsque la Lune est au maximum. Ce qui fait que celui qui est heureux risque d'être plus heureux, celui qui est malheureux risque d'être plus malheureux. Et c'est pourquoi ceux qui ont des tendances suicidaires se suicident normalement, ceux qui ont des tendances alcooliques boivent un peu plus. Et il y a autre chose aussi. Au niveau de l'évolution de la conscience, ce qui est intéressant au niveau de la pleine lune, c'est que l'initiation solaire, les énergies de notre Soleil, qui sont beaucoup plus puissantes que l'énergie de notre planète, lorsqu'ils sont réfléchis par la Lune, permettent une manipulation au niveau des forces astrales de notre monde et permettent donc une instruction intéressante. Ce que je veux dire, c'est que je veux dire que les forces solaires présentement sont réfléchies par la Lune, et c'est pourquoi nous voyons la Lune dans son ensemble, ce que nous appelons pleine Lune, donc elle est très parfaitement éclairée. Le Soleil éclaire une partie de la Terre, là où c'est le jour, ici c'est la nuit, justement l'opposé. La Lune étant placée ici présentement, le Soleil éclaire la Lune, et de notre partie planétaire noire, nous voyons la Lune éclairée par le Soleil. Donc, les énergies solaires sont filtrées par les énergies lunaires, et l'énergie lunaire qui provient présentement ici est une énergie qui réveille dans la mémoire les forces archétypales astrales, et faisant une conférence sur le mensonge cosmique, nous permettons d'instruire d'une façon néotypée le monde de la mort. Donc, c'est extrêmement utile et intéressant pour les forces astrales d'être instruites ce soir de ce que c'est qu'un mensonge, et qu'il y a des humains sur le plan planétaire qui savent maintenant ce que c'est que le mensonge cosmique. Et en même temps, cela permet la préparation des terrains neufs, donc cela permet à certains humains qui arriveront à avoir un contact avec leur ajusteur de pensée de moins souffrir, parce que l'astral aura été conditionné. C'est un peu le travail que Jean le Baptiste a fait, et que Jean le Baptiste fait encore aujourd'hui. Préparer les terrains, aplanir les terrains. Puis il prépare simplement l'astral, de façon à ce que l'astral, lorsque l'événement va arriver, ben, c'est pas trop en panique. Il prépare la psychologie humaine aussi. Alors, il y a donc deux raisons. Ça permet à ceux qui ont un raffinement énergético-mental de pouvoir se le voir un peu plus gros. Et ça permet aux forces astrales d'être plus présentes de façon à bien savoir qu'il y a des humains sur le plan terrestre qui savent que la pensée est une illusion et que l'homme ne doit pas penser, mais que l'homme doit parler. L'homme doit exprimer. On n'exprime pas dans sa tête, on exprime dans la réalité des choses. À l'écoute de certaines musiques, des images mentales peuvent apparaître. Est-ce que ces images sont assimilables à la pensée? Oui, sauf qu'elles n'ont pas la même fonction que la pensée, c'est-à-dire que c'est simplement le retour égrégorien des personnes qui ont écouté la musique ou du compositeur même de la musique. C'est un égrégore, et lorsque l'on écoute la musique, on rappelle cet égrégore, un peu comme les symboles. On a vu d'ailleurs la semaine dernière les ondes de forme. Et la personne a donc une pensée, ça pense dans sa tête les images qu'elle voit. Sauf que ce n'est pas aberrant ni altérant, ça dépend évidemment des conditions musicales, ça dépend des morceaux. C'est sûr que si on parle du métal chauffé à blanc, le heavy metal, plus d'autres formes de musique qui ont comme fonction de ramasser les jeunes qui sont de plus en plus nouveaux, de façon à bien les mortifier dans le passé. Et bien, on a de plus en plus de ce genre de musique, mais qu'est-ce que vous voulez, ce sont les choses. Ces musiques ne dureront pas longtemps, et lui-même va s'en sortir. Mais ce n'est pas ce genre de morceau. Lorsque l'humain écoute cela, il pense comme s'il écoutait Mozart ou Beethoven. Sauf que ce qu'il pense dans sa tête, hormonalement parlant, laisse des traces mémorielles de violence. Tandis que celui qui écoute des musiques classiques, des musiques, etc., comme celle-ci par exemple, eh bien, ce qui se laisse comme trace, c'est quelque chose de reposant, c'est quelque chose d'unifiant, d'énergisant, dépendant des morceaux. Mozart était l'expression même d'une intelligence musicale supramentale, comme d'autres compositeurs l'ont été. Le classique, d'ailleurs, le classique neuf, moderne,
ou du passé se rapproche énormément de l'expression de l'intelligence au niveau de l'harmonique vibratoire. On fera à un moment donné une conférence sur la musique, mais il y a des choses que c'est pas encore le temps de dire. La semaine prochaine, la perfection dans l'art d'être humain. L'humain n'est pas encore suffisamment humain, il y a des moyens de le devenir. Vous savez, mais l'erreur est humaine. Non. Mais c'est humain de souffrir. Non, c'est stupide. Prenez-vous pas au sérieux, bonne semaine. Il neige pas, c'est tant mieux avec la chaleur qu'il fait, c'est très facile, imaginez. Merci beaucoup.